Donc, merci à tous d'être là. Bienvenue pour ce webinaire donc, autour des soft skills animé par Happy Up Performance et le cabinet Abaca. Donc, le sujet des soft skills est un vaste sujet. Aujourd'hui, on vous propose cette thématique pour que vous puissiez voir plus clair. En tout cas, c'est un mot qui est très utilisé aujourd'hui, notamment dans les stratégies RH des entreprises et dans la gestion des compétences des collaborateurs. Et donc, pour en parler, eh bien, je vous propose de passer la parole du coup donc à Mathieu Géanin, qui est co-dirigeant du cabinet Happy Up Performance, et Cécile Martin, directrice générale du cabinet Abaca. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat, on y répondra à la fin de ce webinaire. Merci à tous et je vous souhaite un bon webinaire. Bien, merci Marianne. Bonjour à tout le monde, merci d'être parmi nous. Bienvenue dans ce webinaire que nous allons partager avec vous, avec Cécile, pendant ces 3/4 d'heure, 1 heure. Vaste sujet que les soft skills. Alors on l'a intitulé Entre fantasme et réalité, un titre un peu provocateur. Vous comprendrez un peu plus tard pourquoi. On va commencer peut-être par se présenter, quelques mots de présentation. Donc, je suis Mathieu Géanin, co-dirigeant du cabinet Happy Up Performance. Le cabinet Happy Up Performance est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement managérial. En fait, nous aidons les personnes, que ce soit des dirigeants, cadres et managers en un sens plus large, à bien vivre ou mieux vivre leur métier, leur mission, leur fonction, leur parcours professionnel. Donc, nous accompagnons les salariés dans les entreprises, dans cet enjeu, autour de cet enjeu, et par là même, nous accompagnons également les organisations dans leurs projets d'évolution managériale. Voilà, et je suis donc associé et co-dirigeant de ce cabinet. Cécile Martin, donc directrice générale d'Abaca. Abaca est un cabinet de conseil en recrutement, en ressources humaines, donc structuration et organisation RH, et en accompagnement des transitions personnelles. Nous travaillons donc avec des organisations, que ce soit entreprises, associations, services publics, et également des candidats et des bénéficiaires. Le sujet des soft skills, forcément, a résonné chez Abaca, et à tous les niveaux, hein, aussi bien au niveau du recrutement, de l'organisation et du conseil RH que l'accompagnement de bénéficiaires. Aujourd'hui, cette notion de soft skill est de plus en plus considérée au moment des recrutements et au moment de phase de croissance d'entreprise. Et nous avons, au fur et à mesure de ces demandes de nos clients, dressé une méthodologie d'analyse de ces compétences, de ces soft skills, hein, puisque en français, on parle de compétences douces. Aujourd'hui, dans les entreprises qui se complexifient, l'expertise métier ne suffit plus en termes de compétences hard. Il nous faut également des compétences qui permettent de s'intégrer dans un environnement, de faire partie d'une culture et de travailler avec des collaborateurs. D'où l'intérêt pour nous de travailler sur ce sujet et de participer à ce webinaire aujourd'hui avec Mathieu de Happy Up. Alors, quelques convictions partagées. On va parler de compétences douces parce que soft skills, c'est tellement compliqué à prononcer qu'on va le faire en français. Elles deviennent intéressantes lorsqu'elles sont déjà caractérisées de manière précise et contextualisée. On va en parler dans ce webinaire. Ça nous a semblé être une notion très importante. On a parfois tendance à élargir et à les rendre un peu trop absolues, ces compétences douces. Donc, on va parler de contexte. Il nous semble aussi que les soft skills identifiés ne deviennent un atout pour une organisation que lorsqu'elles sont intégrées dans les politiques RH, dans ses plans de développement de formation et dans sa culture. Donc là, il y a vraiment la notion d'intégration dans un projet managérial et ressources humaines d'une entreprise. On en parlera aussi. Elles deviennent clés pour anticiper les transformations des métiers, l'automatisation des tâches et la capacité à articuler des missions complexes. Les métiers évoluent fortement et elles les accompagnent et elles les développent. Et elles font aussi très souvent partie d'un référentiel de compétences. On a parfois tendance à l'oublier, mais lorsqu'on regarde des fiches métiers, à chaque fois on retrouve un certain nombre de soft skills, on reviendra dessus aussi, pour voir comment on peut s'en servir et en parler. Donc ce sujet nous est apparu, comme le disait Cécile, une évidence, parce que effectivement il a pénétré le paysage depuis quelques années de façon très profonde.
avec des attendus de plus en plus sophistiqués, de plus en plus nombreux, aussi bien auprès des cadres et des managers qui sont poussés à les développer, puis aussi auprès des professionnels des ressources humaines, qui eux sont attendus pour les détecter, les mesurer et les déployer dans les organisations. Donc voilà, on a voulu par ce webinaire un petit peu démystifier les choses, redonner un caractère réaliste et réalisable à ces compétences douces dans le monde de l'entreprise, et puis aussi considérer l'importance qu'elles ont aujourd'hui et pour demain, parce qu'effectivement, elles seront de plus en plus centrales dans les organisations. Donc effectivement, nous partageons avec Mathieu ce constat que les soft skills étaient encore abstraites versus précises et contextualisées, hein, dont ce qui apparaît dans ce slide. Et pourtant, elles sont de plus en plus présentes. Hein, c'est ce que je vous disais en introduction, dans chaque rendez-vous que nous menons à la fois avec un candidat et à la fois avec une entreprise que nous accompagnons. Donc, l'objectif de ce second webinaire que nous organisons avec Happy Up, notre partenaire, est bien de faire atterrir une démarche pour, une fois qu'on aura identifié les soft skills, pouvoir les évaluer, les développer chez chacun et en faire des compétences pleinement intégrées dans votre organisation. Alors évidemment, nous ne pourrons pas aller au bout de chacune de ces étapes, hein, identification, évaluation, développement, mais en tout cas aborder les étapes importantes à passer et le cadre dans lequel passer ces différentes étapes. Une soft skills n'est ni un trait de personnalité, ni une compétence hard, hein, bien entendu, c'est bien une compétence acquise. C'est pas une compétence innée. Le trait de personnalité, Mathieu va y revenir tout à l'heure, fait partie est là depuis la naissance. Hein, la soft skills est une compétence qu'on peut acquérir, développer, améliorer. On peut être d'un naturel empathique ou ne pas être empathique, mais on peut apprendre à développer son empathie, apprendre à travailler son empathie. On va bien être sur une logique de compétence, veut dire apprentissage jusqu'à une maîtrise. Ce qui veut dire que ce sujet des soft skills est un sujet que l'entreprise peut prendre à bras-le-corps, dont elle peut s'emparer pour améliorer sa ressource humaine. Donc c'est aussi pour cette raison qu'une soft skills va faire partie d'une culture d'entreprise. Une culture d'entreprise, c'est l'ensemble des croyances et des comportements qui sont encouragés et attendus dans une entreprise. Et pour autant, c'est pas parce qu'une entreprise a une culture forte, qu'elle va embaucher toujours les mêmes profils. Il va falloir qu'elle travaille sur le global de cette culture et des différentes soft skills dont elle aura besoin pour créer cette culture forte. Donc, nous avons travaillé sur une approche pour passer d'un idéal imaginaire à une démarche concrète. C'est le slide suivant qui vous présente 4 étapes. Alors, première étape, identifier et caractériser les soft skills que vous recherchez et encouragez. Ça, c'est l'étape 1 selon nous, c'est-à-dire l'enjeu ici, c'est de déterminer vos besoins, à la fois les besoins du collectif et les besoins des individus à l'intérieur de ce collectif. Il y a les tendances. Vous avez pléthore de listes de soft skills, tous plus sophistiquées les unes que les autres. Ça, ce sont les tendances. Et puis, il y a ce dont vous avez réellement besoin en interne dans votre organisation. Ça nous semble être une étape préalable et un préalable important. Deuxième étape, l'enjeu, c'est ici d'évaluer efficacement les compétences. C'est donc l'étape de la mesure, de la contextualisation de ces compétences. Elles ne se baladent pas dans les nuages, elles sont ancrées dans une réalité et on verra cet élément tout à l'heure. Troisième étape, c'est l'étape du développement, voilà, comment les développer de manière individuelle et collective. Là, on les déploie, c'est la montée en puissance de ces compétences. C'est ici l'articulation du je et du nous, du je JE et du nous, c'est-à-dire l'engagement individuel qui va dialoguer, s'articuler avec l'engagement collectif pour mettre à la disposition des collaborateurs les moyens de développer toutes ces compétences douces. Et enfin, l'étape 4, c'est l'intégration dans une GPEC, un plan de développement des compétences. On est là dans l'action de structuration, d'ancrage dans le projet de développement de l'entreprise, à la fois pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Et là, ça va concerner à cette étape tous les candidats qui vont rentrer dans l'entreprise et puis les collaborateurs internes dans leur évolution métier. Alors, identifier et caractériser les soft skills que vous recherchez et encouragez. Alors, la slide, on l'a intitulée « Faire le tri dans un univers en expansion ». Oui, parce que, je vous le disais à l'instant, il nous apparaît qu'il y a beaucoup d'articles, d'études, de divers et variés, plus ou moins académiques, qui sont menés autour de ça. Et vous vous retrouvez assez rapidement avec
avec une liste qui n'en finit pas, une liste qui ressemble bien des fois à un univers en expansion. Alors on va essayer de distinguer un peu les choses. Cécile le disait tout à l'heure, distinguer les traits de personnalité, les états émotionnels et les compétences douces. Les traits de personnalité, en effet, ce sont des caractéristiques d'une personne dans son unité et dans sa permanence. Ce sont des traits qui se développent dans l'enfance, dans l'adolescence et qui ont quelque chose de stable. Voilà, on a des tendances, on est plutôt extraverti ou introverti, concret, imaginatif, logique ou intuitif, etc. On est à peu près équipés tous de la même chose, mais en revanche, on a développé des préférences qui nous permettent d'aborder efficacement, ou pas parfois, des situations rencontrées. En tout cas, on développe des préférences pour ça. Ça, ce sont des traits de personnalité. Il y a les états émotionnels qui sont, eux, par nature, brefs et instables. Ils sont très dépendants des situations que l'on vit et ils colorent notre personnalité, notre approche des choses. Ça peut être la bonne humeur, l'abattement, l'enthousiasme. Encore une fois, à ne pas confondre avec les compétences douces. Et enfin, les compétences douces, qui représentent des aptitudes qui sont, elles, évolutives et qui favorisent l'adaptation à son environnement, aux autres et à soi-même. Alors, c'est un peu difficile de faire une définition, parce qu'il y a plein de définitions des compétences douces. Nous, ce qui nous a semblé important, c'est ça, aptitude évolutive. Voilà, donc on est bien dans de la compétence qui se déploie, qu'on peut entraîner et qui favorise l'adaptation à des environnements, aux autres, donc à l'altérité, et à soi-même. Donc là, on peut parler de capacité à se questionner, à se connaître soi-même, à se mobiliser, à assumer des relations positives avec son entourage, etc., etc. Deuxième point, distinguer la compétence mesurable et contextualisée des valeurs humaines et consensuelles et idéalisées. Alors, on voit qu'on peut vite flirter, lorsqu'on parle de compétences douces, avec une recherche d'absolu, d'universalité, voilà, avec des choses un petit peu binaires. On sait écouter ou pas, on sait s'adapter ou pas, on sait coopérer ou pas, etc., etc. Encore une fois, la compétence doit être mesurable et contextualisée. Elle est évolutive, elle est à la fois issue de ressources partagées par tous, mais certains d'entre nous développent des aptitudes, s'entraînent pour développer des capacités d'écoute peut-être parfois plus fortes que d'autres, mais chacun a la capacité à développer ses capacités d'écoute. Et elle est contextualisée parce qu'on ne demandera pas la même capacité d'écoute à un comptable qu'à un thérapeute. Évidemment, le contexte fait qu'on va développer plus ou moins, de façon plus ou moins pointue, nos capacités d'écoute. Donc voilà, c'est en relation avec des tâches et des missions, il ne faut pas perdre ça de vue. Il nous semble qu'on a eu tendance ces dernières années à parfois un peu perdre ça de vue. Et puis il y a ce qui relève des valeurs humaines consensuelles et idéalisées. Alors il y en a une qui me vient spontanément à l'esprit, c'est la bienveillance, qui a vraiment pénétré l'univers des compétences douces depuis ces dernières années, et qui pourrait avoir l'écueil de générer des choses très binaires. Voilà, on est bienveillant ou on ne l'est pas. Et ça devient très difficile de mesurer le niveau de bienveillance et l'attendu autour de la bienveillance. Donc même si on est tous d'accord pour dire que le management bienveillant est plutôt un attendu qui nous intéresse tous et vers lequel on a tous envie de tendre, ça n'empêche que l'associer très directement à des compétences douces, ça peut être un peu risqué. Voilà. Moi, je préfère parler d'empathie. L'empathie est une ressource que l'on peut mobiliser dans un certain nombre de contextes, dans des situations de travail, et l'empathie, derrière, peut générer de la bienveillance. Mais l'empathie est beaucoup plus une ressource. La bienveillance me semble être une caractéristique un peu plus personnelle. Et en tout cas, attention au jugement de valeur lorsqu'on commence à aborder ces champs-là. Distinguer les champs de responsabilité de chacun dans le développement des soft skills, ça c'est aussi important parce que moi je crois beaucoup au partage et à la co-responsabilité lorsqu'on parle de développement des compétences douces. Chacun doit prendre sa part dans la limite de ses ressources et de ses motivations. L'entreprise est responsable du cap qu'elle fixe, de ses attendus et des moyens qu'elle donne en recrutement et en développement des compétences pour les atteindre. Ces objectifs doivent donc être réalisables et réalistes, sinon on en reste souvent à la pensée magique. Si on veut des managers attentifs à l'évolution de leurs collaborateurs, on doit mettre en place des moyens. Donc voilà, c'est du temps, c'est de la formation, ce sont des espaces, c'est une procédure, ce sont des supports. Bref, ce sont des moyens que l'organisation de l'entreprise met à la disposition de ses managers.
Les salariés ont, eux, en écho à ça, la responsabilité de se mobiliser sur leur employabilité interne et externe. Ils doivent évidemment, le plus possible, répondre aux attendus qui sont fixés par l'entreprise sur ce champ-là, à partir du moment où l'entreprise leur donne les moyens de les développer. Et puis ensuite, se préoccuper de les déployer dans l'exercice de leur métier. Le CPF est un exemple de cette co-responsabilité. Typiquement, le CPF a été créé notamment dans cet esprit que chacun prenne en main le développement de ses compétences et notamment de ses compétences douces. Il y a aussi tout le champ du développement personnel qui est un champ qui relève de la responsabilité individuelle. Même chose, attention à la confusion entre la responsabilité de l'entreprise et la responsabilité de l'individu. On peut avoir tendance à employer des mots, résilience par exemple, qui est un mot qui est apparu aussi comme étant faisant partie de la boîte à outils des compétences douces. Ça me semble être une tendance un tout petit peu difficile à entendre parfois. La résilience, c'est la capacité à dépasser un traumatisme. On rentre plutôt là dans le champ du développement personnel, voire de la thérapie. On parle aussi d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle a du sens, évidemment, à condition qu'on n'en fasse pas une condition d'entrée. Voilà, on parle de quotient émotionnel. Voilà, c'est un concept qui est apparu ces derniers temps. Bref, il peut y avoir un risque de surenchère, notamment autour de ces notions qui relèvent plus du développement personnel et de la responsabilité de chaque individu. Donc attention à ne pas confondre les champs de responsabilité de chacun. Identifier les soft skills dont vous avez besoin. Alors, là, j'ai mis la tentation du manager augmenté, parce que, ouais, ces derniers temps, il me semble particulièrement qu'on est dans cette tentation du manager qui va savoir animer ses équipes en présentiel ou à distance, qui va maîtriser les outils numériques digitaux et aussi l'animation d'espaces de coopération, qui va pouvoir interagir avec tout type de personnalité et s'adapter à toutes les diversités, qui va être capable d'organiser des réunions descendantes et en même temps des réunions où on va coopérer, où on va innover. Attention à ça, à cette surenchère qui peut créer finalement de l'impuissance et une grande anxiété pour les managers et pour les professionnels des ressources humaines aussi, hein, qui sont dans ce cas-là théoriquement attendus pour permettre le déploiement de toutes ces compétences. Donc, encore une fois, réaliste et réalisable. Alors, plusieurs dimensions nous sont apparues dans l'identification des soft skills dont vous avez besoin. Il y a d'abord celles qui sont liées à votre organisation. Donc, de quoi mon organisation a besoin pour répondre à sa raison d'être ou à sa vision. Là, on va toucher, par exemple, le sujet de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Voilà, si l'entreprise décide dans cette raison d'être d'intégrer toutes ses parties prenantes et travaille à l'inclusion de toutes les parties prenantes, on peut faire l'hypothèse qu'en interne, elle va chercher à développer la coopération interne et externe d'ailleurs, hein, et donc mettre en place des dispositifs pour accompagner les collaborateurs dans ce sens. Il y a les compétences qui sont utiles à la réussite des missions d'un collectif identifié. Par exemple, nous attendons de nos managers qu'ils soient à l'écoute de leurs collaborateurs. Dans ce cas-là, il va falloir, bien sûr, mettre en place, encore une fois, les moyens et contextualiser les choses. Donc, il y a l'écoute, la dimension capacité d'écoute, qui est bien une compétence douce attendue pour le développement dans le cadre du collectif managérial. Donc, tous les managers sont attendus là-dessus. Voilà, donc derrière, qu'est-ce qu'on met en place pour qu'il les déploie, c'est-à-dire dans quelle situation, est-ce que ce sont dans des entretiens réguliers, quels sont les rituels managériaux qu'on va mettre en place, quels sont les moyens, les processus qu'on va mettre à la disposition des managers pour les aider à développer cette capacité d'écoute. Il y a celle identifiée pour chaque fonction de l'entreprise, qui est aussi un angle de vue. On peut imaginer, par exemple, dans une entreprise, qu'un cadre de direction doit se comporter avec une forme d'exemplarité. Encore une fois, l'exemplarité, c'était une notion qui est apparue dans le développement des compétences douces. Qu'est-ce que signifie être exemplaire? Même chose, c'est pas absolu. C'est peut-être, voilà, si on décide de travailler sur la relation client et le développement de la relation client, évidemment, les cadres de direction sont impliqués dans cette dimension-là et doivent montrer une forme d'exemplarité. Bref, lorsque on se donne un objectif, chaque type de population peut être concerné pour développer des compétences adaptées à cet objectif.
Et puis enfin, il y a celles qui sont référencées dans la liste des compétences attendues pour chaque métier. Là, je vous le disais tout à l'heure, il y a des fiches métiers qui sont déjà équipées, en fait, hein, lorsqu'on va chercher un certain nombre de fiches métiers, les compétences relationnelles et comportementales apparaissent. Mais même chose, c'est important de les contextualiser dans votre entreprise. Vos contrôleurs de gestion, si on parle d'aisance relationnelle, donc chez vous, ça va se mesurer de quelle façon? Est-ce que c'est dans l'animation d'une réunion? Est-ce que c'est en one-to-one? Est-ce que c'est dans l'interaction avec une très grande diversité de population au sein de l'entreprise, etc., etc. Encore une fois, il y a ce qu'on attend de la fiche métier d'un contrôleur de gestion dans sa capacité à être à l'aise sur le plan relationnel, mais concrètement, dans votre contexte, qu'est-ce que ça signifie? Évaluer efficacement les compétences, je passe la main à Cécile. Donc ça, c'est le travail effectivement d'Abaca au moment particulièrement du recrutement d'un nouveau collaborateur, en tout cas de la recherche d'un nouveau collaborateur à intégrer, et également quand on travaille sur la structuration GPEC, mais ce sera notre dernière étape. La réussite d'un recrutement, quand nous le menons, réside dans plusieurs facteurs. Tout d'abord dans la définition des cahiers des charges, et puis sur la manière dont on va travailler auprès du candidat pour identifier et évaluer ses soft skills. La définition des cahiers des charges est un moment très important pour nos consultants quand ils interagissent avec une entreprise en cours de prise de brief. La prise de brief, c'est le moment où on fait le tour du poste pour lequel on va rechercher un candidat. Nous instaurons un dialogue avec nos clients pour identifier le cadre culturel, le besoin précis, le profil, les compétences attendues pour faire aboutir ce cahier des charges. Nous passons 1 heure, 2 heures, 3 heures, nous visitons l'entreprise, nous interagissons avec les personnes clés pour bien comprendre le cadre culturel dans lequel le poste va se positionner, au-delà de la partie technique qui est très importante également, mais là, puisqu'on parle du sujet des soft skills, on va se concentrer sur cette partie-là. Donc, en fait, tout ce qu'on va pouvoir aller saisir d'important sur la manière dont la personne qui va occuper le poste devra se comporter, quelles compétences douces elle devra avoir pour réussir cette prise de poste, nous allons aller tâcher de les récupérer, de les analyser et d'en tirer des pistes pour nos recherches. Le fait d'identifier une soft skills attendue est très important. Alors, il y en a plusieurs qu'on pourrait identifier, mais on essaie d'en avoir au moins une. Par exemple, un poste d'ingénieur en informatique. Donc, forcément, on va aller regarder la partie connaissances, compétences techniques, formation, expérience, éventuellement même le profil et la personnalité. Mais pour aller plus loin, notre questionnement va être, OK, quel est le contexte de ce poste? Est-ce que c'est un poste qui démarre, donc une création de poste, ou est-ce que c'est un remplacement? Dans le cas du remplacement, par exemple, est-ce que la personne qui l'occupait avant avait beaucoup de leadership? Si on parle d'une gestion d'équipe. Si on est sur la partie gestion d'équipe et interaction avec d'autres personnes, est-ce que ce sont des collaborateurs qui seront en lien hiérarchique direct ou indirect? Est-ce que ce sera la coordination de projets? Est-ce que ce sera la coordination de clients? On va avoir à chaque fois des soft skills légèrement différentes pour ces capacités-là. Est-ce que c'est dans le cadre, par exemple, de la reprise d'un projet qui était en difficulté? Donc, on va attendre de cet ingénieur en informatique d'avoir une capacité peut-être de motivation, de créativité. Donc, tous ces éléments-là, on va vraiment les chercher et on questionne le client pour aller au plus loin, pour avoir un portrait soft skills de la personne que l'on va recruter. Autre exemple, si on part sur des recrutements de DG, ça peut paraître simple de recruter un directeur général ou directeur d'unité, de business unit, un directeur d'entité, de site. Par exemple, dans le cas d'une situation un peu difficile ou d'une restructuration, on va aller vraiment questionner le cadre, le contexte. Et pour le coup, par exemple, le DG qu'on recherchera devra être à la fois être capable de montrer de la vulnérabilité et de la puissance pour inspirer dans un moment difficile et inspirer surtout de la confiance pour les salariés, les inciter à reprendre pied et à redémarrer. Et la même chose pour les clients et les partenaires de l'entreprise qui peut être en difficulté. Et par contre, pour une entreprise qui est en phase de croissance, il devra peut-être montrer de l'audace. Il devra savoir galvaniser pour donner un coup d'accélérateur. Donc, on voit bien que les soft skills sont différentes en fonction d'un contexte, au-delà d'un poste. Troisième exemple, responsable supply chain.
Selon le contexte, PME, grande entreprise, on va aller chercher d'un côté de l'organisation, la structuration, la capacité à suivre des process déjà établis ou à les mettre en place, versus une PME plus agile avec un ensemble de fournisseurs et des clients complètement différents, où là, il devra être peut-être plus dans la curiosité, la créativité, l'agilité et la gestion du stress. Donc, on voit que le contexte, le questionnement nous permet de créer ce cahier des charges et ensuite d'aller chercher, sourcer, chasser la personnalité qui va bien. Comment est-ce qu'on fait cette deuxième étape une fois qu'on a un cahier des charges très complet qui va bien distinguer la soft skills ou les quelques soft skills importantes par rapport à des compétences techniques? Comment faisons-nous pour identifier et évaluer la soft skills chez le candidat? La première chose, c'est la capacité à lire un CV, puisque c'est en général notre première prise de contact avec un candidat. Lire le CV, c'est lire les expériences, questionner ce parcours professionnel, la taille des entreprises, les contextes, comment ça s'est passé, les réussites, les réalisations. La deuxième chose, c'est notre interaction avec la personne au téléphone, puisqu'on nous faisons toujours une préqualification par téléphone. Et puis une troisième étape sera les tests. Nous utilisons un certain nombre de tests. Alors différents tests en fonction de ce qu'on veut évaluer. C'est non seulement les résultats du test qui vont nous apporter des informations, mais également la lecture des résultats de ce test avec le candidat. Le questionnement que l'on va avoir de ce candidat, de ses réponses apportées, vont nous permettre d'identifier, d'évaluer des soft skills. Et puis ensuite, nous allons avoir des temps de discussion, donc ce sont les entretiens, qui sont au minimum d'1 heure et on peut aller jusqu'à 2 heures, où on refait parler le candidat, on le refait parler de ses expériences, de comment il les a vécues, et on fait ressortir toutes ces informations sur les soft skills. Donc en fait, notre valeur ajoutée en tant que cabinet de recrutement, c'est bien notre capacité à identifier avec un questionnement la soft skills attendue dans le cadre d'un cahier des charges, donc la nature du quotidien, les interactions, etc. Deuxièmement, d'être capable d'évaluer de manière objective et avec le moins de biais possible ces soft skills chez un candidat, et également d'identifier des potentiels d'apprentissage de la soft skills, puisque la compétence douce peut être apprise, hein, c'est ce qu'on a vu en démarrage de webinaire. Donc on est bien dans ce que disait présenté Mathieu tout à l'heure, hein. On va travailler sur les soft skills dont l'entreprise a besoin pour sa vision et à un moment donné, la soft skill nécessaire pour travailler un collectif, la soft skill nécessaire dans le cadre d'une fonction de l'entreprise, et puis celle qui va permettre d'évoluer dans le cadre donc, des fiches de poste attendues sur un type de poste et dans l'évaluation des compétences de l'entreprise. Alors, comment les développer de manière individuelle et collective? Nous croyons beaucoup à la puissance des dynamiques collectives de travail pour développer les soft skills. Ça nous semble être un terrain d'expérimentation et d'entraînement parfaitement adapté. La maîtrise des... Pardon, hop, on va pas aller trop vite, tac, voilà. La maîtrise des interactions comme élément central du développement des soft skills de demain. On pourrait effectivement dire que c'est confronté à l'altérité dans un cadre adapté que l'on progresse dans ses aptitudes, en fait. C'est-à-dire qu'on demande beaucoup, de plus en plus, aux employés, aux salariés de l'entreprise au sens large, managers ou pas, d'avoir la capacité à aborder la complexité, l'incertitude, à être dans une logique d'innovation. Et tout ça s'aborde et se déploie forcément en collectif. Ce sont souvent des aptitudes qui vont se développer en interaction avec d'autres, dans des espaces de travail où on va pouvoir les mobiliser ensemble et pour le coup, les développer, j'allais dire, tranquillement ensemble. En tout cas, chacun à son rythme. Donc, les aptitudes relationnelles et comportementales qui reviennent le plus souvent dans les soft skills, elles vont pouvoir se déployer dans ces espaces-là. Alors, autre chose aussi, il y a quand même aujourd'hui la diversification des outils, des rythmes, des espaces de travail qui viennent chercher la capacité de chacun. Donc, à la fois, ces espaces de travail collectifs sont physiques et sont numériques. Et c'est intéressant pour l'entreprise de pouvoir jouer sur ces deux aspects et de pouvoir mettre en place des espaces qui vont être adaptés à chaque fois. Que ce soit à distance ou que ce soit en présentiel. Il y a un certain nombre d'outils qui permettent aujourd'hui de faciliter des espaces de coopération de plus en plus sophistiqués.
Voilà. Donc, ce qui va compter, autrement dit, c'est pas tant ici la créativité individuelle, mais la capacité à être partie prenante d'un processus collectif qui en favorise l'émergence. Et c'est là qu'il y a un distinguo fort à faire. On ne va pas forcément attendre de quelqu'un qui soit créatif ou pas. Mais en revanche, on va attendre de quelqu'un qu'il puisse s'intégrer et accepter de s'entraîner dans des espaces qui vont favoriser l'émergence de sa créativité avec les autres. Je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas la bienveillance forcément qui va compter, mais c'est la capacité à mobiliser sa ressource empathique pour générer de la bienveillance. Donc, l'entreprise peut construire le terrain de jeu du développement des soft skills. Construire le terrain de jeu, c'est de proposer des espaces de travail dans lesquels la coopération entre les salariés va s'épanouir. L'aire de jeu, c'est plus aujourd'hui forcément le baby-foot dans la salle de repos, ça peut avoir son intérêt, mais c'est pas là qu'on développe des soft skills, c'est pas là qu'on développe des compétences douces. C'est dans un lieu animé de façon adaptée et régulière pour que chacun vienne y muscler ses aptitudes relationnelles et comportementales. C'est vraiment une salle d'entraînement, une salle où on travaille ensemble. Si on n'y vient pas régulièrement, on ne va pas développer ces compétences douces et on va peu progresser. Voilà. Donc il faut y revenir très régulièrement et pour ça, charge à l'entreprise aussi de créer ces espaces, à la fois du temps et des espaces physiques, pour que les collaborateurs puissent venir s'y entraîner. Donc aussi, un élément important dans cette dimension, c'est qu'un espace comme celui-là doit être facilité par une personne formée. D'où l'intérêt aussi de commencer à construire à l'intérieur des organisations et des entreprises des missions, voilà, et à construire des missions transverses sur lesquelles vous allez former vos collaborateurs à pouvoir construire et animer des espaces où on va travailler un peu différemment. Et ces collaborateurs ne sont pas forcément des managers, ce sont des gens qui vont adopter des compétences complémentaires, qui vont permettre d'animer des processus où il va se passer le développement de ces compétences douces. Il y a une notion de désirabilité qui est importante là-dedans. J'ai vu nombre d'entreprises dans lesquelles il y avait plein d'espaces qui étaient là, présents, disponibles pour faire du collaboratif, comme on dit. Et puis ces espaces étaient vides, étaient très très peu animés, ce qui est pas le moindre des paradoxes. Donc attention à nourrir cette désirabilité. Un espace comme celui-là, ça s'anime et il faut pouvoir être attentif à ce que des gens viennent y travailler régulièrement pour créer de l'appétence aussi chez les autres. Voilà, je vous disais, les salariés viennent s'y entraîner le plus souvent possible. Voilà, c'est lorsque l'on fait et refait que l'on crée du plaisir, que l'on crée de l'envie. Et c'est aussi avec la présence d'un entraîneur qu'on peut mieux y arriver. Hein, un coach, un facilitateur, un mentor, peu importe, un tuteur. Il peut y avoir plusieurs types de profils qui sont adaptés à pouvoir animer ces espaces, mais en tout cas, ils doivent être vivants et animés par des processus pour qu'ils fonctionnent. Donc, bref, voilà, tout ça pour dire que le développement des compétences douces qui sont très liées au comportement et à la capacité relationnelle vont avoir un terrain de jeu formidable dans ces espaces-là, qui sont des espaces qui vont être beaucoup moins anxiogènes que des injonctions à un développement individuel. Voilà. Là, on va le faire ensemble, et ça va être beaucoup plus doux. Et puis, il y a quand même le relais, justement, de la démultiplication par la mobilisation individuelle. Donc, ça va être aussi important pour chacun d'entre nous de travailler à son employabilité interne et externe, parce qu'on parle bien de ça. Les compétences douces étant un enjeu d'aujourd'hui et de demain, on parle bien d'employabilité à court, moyen et long terme. Donc, voilà, il y a l'adaptation aux évolutions technologiques, à l'automatisation des tâches, qui font perdre du terrain aux compétences hard au profit des compétences douces. Chacun a donc la responsabilité individuelle de se mobiliser sur leur développement. Voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas réinsister là-dessus. Mais l'employabilité interne, c'est est-ce qu'on est bien sûr que ce qu'on met en place pour développer ces compétences douces répond bien à l'attendu de son poste et de sa mission, fixée par son employeur. Et l'employabilité externe, c'est passer de temps en temps la tête par la fenêtre et de se dire, tiens, mais au fait, qu'est-ce qui est attendu par le marché de l'emploi et comment demain je peux favorablement aussi
me repositionner si je cherche un nouveau job. Deuxième point, l'utilité d'engager des démarches de développement personnel. Alors oui, les démarches de développement personnel sont un relais quand même important, parce que en fait, c'est s'engager sur un chemin, à son rythme, à son niveau, à son envie, mais en tout cas se mettre en situation d'évoluer. Et de ce point de vue-là, l'entreprise n'est pas le terrain de jeu et le terrain d'entraînement forcément suffisant. On a besoin, pour mieux se connaître soi, d'aller peut-être chercher dans d'autres espaces des interlocuteurs qui vont nous aider à clarifier notre situation sur des espaces plus intimes, plus personnels et détachés d'un contexte d'entreprise, en tout cas détachés de la responsabilité ou du cahier des charges de l'entreprise. Voilà, donc ça c'est utile pour évoluer, parce qu'évidemment on va toucher là des dimensions de vie qui sont beaucoup plus larges que la sphère professionnelle. Alors voilà, le coaching peut être une réponse à ça, mais aussi des démarches thérapeutiques qui peuvent être fort utiles pour avancer dans ce champ et sur ce chemin. Et puis, c'est aussi l'autorisation que l'on se donne à aller chercher de l'aide. En fait, on peut avoir quelques appréhensions. Or, nous, on est convaincus que très régulièrement dans sa vie professionnelle, on a besoin d'aller chercher un partenaire de confiance, à qui on va dire, tiens, là, je suis coincé, je ne sais plus comment faire. On me demande des choses ou j'ai l'impression que le marché demain attend que je sois comme ci ou comme ça. Je ne sais plus trop ce que j'ai envie de faire, quel sens je trouve à tout ça. Eh bien, c'est intéressant d'aller en discuter avec un interlocuteur professionnel qui va vous aider à prendre ce recul. Et encore une fois, demander de l'aide. Voilà. Je te repasse la main, Cécile, sur l'intégration dans une GPEC et un plan de développement des compétences. Alors, la GPEC, c'est un gros mot, c'est un acronyme qui peut laisser penser qu'on va rentrer dans une usine à gaz. On peut faire de la GPEC de manière assez simple. Hein, c'est identifier la vision qu'on a de son entreprise à 3, 5, 10 ans, travailler sur un projet de développement d'entreprise et de se dire de quelles ressources on aura besoin dans notre entreprise pour mener à bien ce plan, ce projet. Des ressources et donc des compétences techniques et puis forcément des compétences douces. Donc intégrer la compétence douce dans la GPEC, c'est un moyen de standardiser cette compétence et d'en faire un levier culturel pour enclencher un chemin, donc comme disait Mathieu, vers la réalisation de ce projet. Je vais pouvoir appuyer sur. Ouais. Donc, il est nécessaire, quand on travaille sur sa GPEC, c'est d'avoir une bonne vision de ce que doit être l'entreprise dans les prochaines années. Alors, ça nécessite un travail stratégique. La GPEC calant, en fait, permettant d'adapter la structure des effectifs à l'évolution des métiers et des compétences nécessaires pour mettre en œuvre ces plans stratégiques et répondre aux besoins de l'entreprise. Donc, on a vu que la dimension culturelle fait partie de l'entreprise et donc doit être aussi pensée dans le futur. Et quand on se rend compte en faisant ce travail-là qu'une soft skill est clé, soit pour une fonction en particulier, par exemple la dimension commerciale, la R&D. La R&D, c'est un vrai sujet en ce moment. Cette dimension R&D de sortir du je trouve quelque chose et je verrai si ça sert à quelque chose. Enfin, voilà, cette logique de je cherche et si je trouve quelque chose, on verra si on peut le vendre, versus j'analyse des besoins de la clientèle et nous essayons en R&D de trouver la réponse innovante pour répondre à ce besoin. Donc voilà, ce genre de soft skills, quand ça constitue un réel atout, une vraie force, une valeur ajoutée, il est nécessaire de s'assurer à la fois du niveau de maîtrise et de la capacité à développer cette soft skills dans l'entreprise et de faire en sorte que le niveau de maîtrise soit homogène. D'où l'importance d'inscrire cette soft skills dans la GPEC et dans un plan de développement des compétences. La GPEC, en fait, ça permet d'analyser les compétences, de les poser à plat, de faire un état des lieux et ensuite de brosser un panorama de ce qu'on veut, un tableau de ce que sera l'entreprise demain et de voir l'écart. Et l'écart va être comblé par un plan de formation, de développement des compétences techniques et ou soft des collaborateurs. Donc, c'est très important d'avoir cette notion en tête au moment d'un état des lieux
des compétences des collaborateurs et de projeter cet état des lieux demain. Et l'employabilité, oui, tu peux y aller. L'employabilité des salariés, la compétitivité des entreprises va bien passer là par la capacité de cette entreprise à faire face aux évolutions. Ça va permettre, en inscrivant l'apprentissage de la soft skills dans le plan de formation, à l'entreprise d'être beaucoup plus souple et beaucoup plus agile, avec un rappel aussi que cette notion de GPEC doit être évolutive. On ne fait pas la GPEC pour 50 ans ou 20 ans. On la remet en cause en permanence. Cette GPEC va s'inscrire dans un document dont on vous parle souvent en tant que cabinet de conseil en ressources humaines, c'est la fiche de poste, la fiche de fonction, dans laquelle sont listées les compétences, le savoir, le savoir-faire et donc le savoir-être. Et donc en permanence, l'écrire une fois pour tout ce qui est soft skills, clés, centrales, cœur, mais faire aussi évoluer ces soft skills et le besoin dans les fiches de poste au fur et à mesure de l'avancée de l'entreprise dans son plan de croissance. Donc, intégrer ces dimensions dans les fiches de poste et déterminer les moyens de les évaluer et de les faire progresser va aider l'entreprise à grandir, à se structurer et à faire face à ce monde complexe dont on a parlé en début de webinaire. Monde complexe qui nécessite de travailler, d'identifier les soft skills, de savoir les évaluer, les mesurer, de savoir les faire progresser et de les inscrire dans le fonctionnement d'entreprise au quotidien. Alors, en synthèse, comment pouvons-nous vous aider? Donc, notre rôle en tant que cabinet de recrutement et également de conseil en RH, en ressources humaines, c'est bien de vous aider en amont de vos recrutements à identifier les besoins en soft skills sur un poste donné, de vous aider donc sur un poste donné, de bien connaître votre entreprise. En général, nous essayons de travailler dans la durée avec nos entreprises pour aussi comprendre la culture. Et un recrutement sur un poste bien fait, qui se sera bien placé et dont nous aurons bien compris tous les enjeux, peut permettre le recrutement sur un second poste. Je donne l'exemple, un exemple d'une structure assez importante qui rechercherait pour lequel on aurait recruté un directeur d'unité, de business unit, avec plusieurs sites sur ce business unit. Le fait d'avoir recruté la personne à la tête de l'ensemble de ces sites va nous aider à avoir compris les soft skills et à trouver la personne avec la bonne soft skills pour, par exemple, une direction de site. Donc, cette vision globale de l'entreprise que nous avons vis-à-vis de vous et que nous vous aidons à avoir vous permet d'avancer. Nous vous aidons à recruter avec clairvoyance et objectivité. Le rôle d'un cabinet, c'est effectivement faire le pas de côté et être neutre et objectif. À l'échelle de l'entreprise, le travail sur le cahier des charges finalement permet de formaliser les compétences douces qui sont attendues sur une fonction, sur un niveau de responsabilité ou sur un niveau global d'entreprise. Et puis, sur la partie conseil, proposer le plan d'intégration des soft skills dans la GPEC, donc travailler sur la politique de l'emploi, la progression de carrière, les plans de formation, les fiches de poste et comment on évalue toutes ces soft skills. Donc voilà comment Abaca accompagne les entreprises aujourd'hui à faire face à ce monde complexe par le prisme des soft skills. Côté Happy Up, notre proposition, c'est notamment de vous faire expérimenter des espaces de travail en intelligence collective, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui favorisent le développement de ces compétences douces. Donc c'est de venir à vos côtés pour mettre en place ce type d'espace et vous aider à les vivre. Et quand on les vit, généralement, on y prend goût. Voilà, formez vos salariés sur leurs compétences relationnelles et comportementales aussi, parce que la dimension formation est forcément importante à certains moments. Voilà, donc ça peut être par exemple, on a fait une formation dernièrement sur le feedback managérial. Voilà, c'est une dimension relationnelle et comportementale sur lesquelles il est intéressant d'avoir un certain nombre de clés. Accompagner les personnes dans leur dynamique d'évolution avec le coaching notamment. Former des facilitateurs internes, je vous le disais tout à l'heure, pour animer des espaces de coopération, il est important d'avoir des facilitateurs formés. Donc nous, on peut intervenir bien sûr pour faciliter certains espaces, mais notre projet, c'est pas de vous mettre en dépendance de notre compétence, et c'est plutôt de transférer du savoir-faire pour que, en interne, ça puisse se déployer et se développer.
Voilà. Donc voilà quelques exemples d'intervention. Une dernière, vous aider à animer des communautés, à créer et animer des communautés apprenantes. Ça, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup parce qu'en fait, euh, toutes ces métiers transverses qui vont émerger, ces compétences transversales qui émergent dans l'entreprise, peuvent faire l'objet de communautés. C'est-à-dire que voilà, prenons les facilitateurs internes, ça peut être intéressant si vous formez un certain nombre de facilitateurs, qu'ensuite ils puissent avoir des espaces où ils vont faire de l'analyse de pratique, où ils vont continuer à apprendre ensemble. Et l'idée, c'est de créer cette dynamique autour de ces nouvelles missions et de ces nouveaux métiers. Et quand on parle de compétences douces, il y a un certain nombre, voilà, de compétences qui peuvent faire l'objet de ces analyses de pratique et puis qui peuvent continuer à s'enrichir et finalement à s'adapter à vos enjeux internes. Il n'y a pas de modèle, il y a le modèle que vous allez vous créer et qui va être adapté à vos enjeux et à votre contexte. Donc nous, on y croit beaucoup, c'est pour ça qu'on fait plutôt du sur-mesure avec vous et qu'on n'aime pas beaucoup les choses catalogues. On a plutôt envie, comme le disait Cécile, côté Abaca, on est un peu dans la même relation et la même posture, c'est-à-dire venir vous voir, comprendre votre projet et vous accompagner dans son déploiement. Voilà. Donc voilà ce que nous avions envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors encore une fois, c'est du partage, hein. Notre prétention n'était pas de faire un cours sur les compétences douces, et nous n'avons ni les compétences ni la légitimité, donc ce n'est pas une vision académique qu'on vous a proposée, c'est plutôt issu de nos expériences, nos métiers, la façon dont nous on interagit avec nos clients entreprises et ce qu'on a envie de faire avec eux, et puis ce qu'on a expérimenté et ce qu'on voit, et ce qui nous semble important à rappeler aujourd'hui, pour que on fasse de ce champ des compétences douces un vrai champ de développement pour l'avenir des entreprises et des organisations. Voilà, merci de nous avoir écoutés durant ce webinaire. On est là pour poursuivre l'échange si vous avez la disponibilité et si vous avez des questions que vous souhaitez nous poser. Plutôt par écrit, a priori, même je vais redonner la main à Marianne qui va gérer plutôt ça. J'en vois pas pour l'instant, mais voilà, on a encore un espace, donc si certaines et certains d'entre vous souhaitent échanger et poser quelques questions, nous y répondrons bien volontiers. Donc, je confirme les remerciements pour votre attention et nous attendons vos questions, vos réactions, soit à l'oral, puisque nous ne sommes pas trop nombreux, soit à l'écrit. Oui, alors je prends le relais de Marianne, parce qu'apparemment il y a des petits problèmes de micro. N'hésitez pas effectivement à poser vos questions dans la conversation. Vous avez le petit visuel qui vous montre comment faire. Et juste pour information, vous aurez le RIP. Oui, pas de questions à venir. C'est cool, c'était super clair. Voilà, Donc, on aura après, ça suppose aussi peut-être un temps. Vous avez nos mails aussi sur lesquels vous allez pouvoir réagir. En tout cas, on est à votre disposition si vous souhaitez poursuivre le partage et les échanges autour de ce sujet ou d'autres. Je vois qu'il y a encore des gens qui sont en ligne. Ah, oui, voilà. Il y a une question qui arrive. Nicolas. Hop. La question a disparu. La question a disparu, ouais. Bon. Attendez, pouvez-vous donner quelques illustrations des évaluations des soft skills? Alors, en tout cas, sur la partie recrutement ou GPEC, c'est une compétence, pour le coup, soft skills, hein, qu'on cherche, nous, chez nos consultants. C'est l'écoute, la retranscription de manière d'être, d'agir, la manière dont on va entendre parler un candidat d'expérience passée. Et c'est également l'interprétation de tous les tests, hein, dont je vous ai parlé. On a un ensemble de tests qu'on peut utiliser qui mettent en évidence des manières d'être face à des situations. La soft skills, elle se trouve exactement comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, quand on est dans l'altérité. Et donc, on va faire parler le candidat sur ces situations et l'écouter sur la manière dont il a agi face à ces situations et quels résultats il a eu. Donc voilà, en termes d'évaluation, c'est pas forcément. On est quand même beaucoup sur du ressenti, c'est une capacité à comprendre. On n'est pas sur comme un médecin avec un symptôme où on voit un bouton.
On est plus sur du ressenti, de la capacité à évaluer un comportement. C'est notre métier de recruteur à le ressentir. J'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, Monsieur Penel répond. Ah, je vois pas sur mon écran. Dans la GPEC. Vous n'avez pas accès au micro, ok. Ah oui. Effectivement, vous ne pouvez pas parler. Donc, Ouais. écoutez, Monsieur Penel, je vous invite peut-être, si vous le souhaitez, pour échanger, à me contacter par mail, ainsi que Mathieu, pour rééchanger et aller plus loin sur vos questions. Et puis, Madame Coville, il doit manquer des mots dans la GPEC, doit pouvoir être mesurable. J'ai ouvert l'accès à Monsieur Penel. Pas forcément la question. Bonjour, oui. Effectivement, c'est plus simple que de poursuivre par Comment définir par les mesures le fil de discussion. Ma question se posait plus Marianne, est-ce qu'on peut activer les micros des participants, s'il te plaît? J'ai l'impression qu'ils ne vous entendent pas. Moi, est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous entends. Voilà. A priori, eux, de leur côté. Alors, est-ce qu'on a... Et puis là, Covid. Je vois pas. Moi, j'ai pas la main pour activer les micros là. Est-ce que vous m'entendez là? Bon, et les questions écrites n'ont pas l'air de passer, c'est bizarre quand même ça. On a un oui qui arrive. Ah oui, Madame Coville rebondissait sur la remarque de Nicolas Penel. Oui. D'accord. Et bien, effectivement, mesurer, oui, on va être sur. Alors, c'est de l'observation, hein, la construction dans la GPEC. En fait, les entretiens annuels servent finalement à faire le point. Non, on n'entend pas. Effectivement, on n'entend pas les personnes qui parlent. Donc, concernant la GPEC, alors tout est en lien, hein, les fiches de fonction, la construction de la GPEC, l'évaluation des personnes, ça se fait au moment de l'entretien annuel. Et l'outil créé autour de la GPEC doit permettre en fait d'évaluer à un moment donné le niveau de la personne. Et l'entretien annuel, on sait que c'est un moment entre un manager et son manager pour parler de comment se passe le poste, comment se passe le déroulement du poste, les activités, la manière d'être, la manière de ce qu'on sait et ce qu'on sait faire. Donc l'entretien annuel doit permettre de poser un moment les degrés et ça, c'est ce qui va se calquer sur le besoin qu'a fait émerger la GPEC. Ça y est, on a activé le son visiblement. Donc normalement, on vous entend maintenant. On a eu un petit souci technique. Je vous ai redonné. Voilà. Ah, super. Ouais, ça y est, on vous entend. Super. Voilà. Bonjour, Mathieu. Bonjour. C'est croisé plusieurs fois. Ma question, merci déjà pour cette brillante présentation. Ça permet de mettre du clair, de démystifier oui, un sujet qui, en tout cas pour moi, pouvait apparaître comme un petit peu abstrait. Ma question, elle peut porter surtout sur l'évaluation en entreprise. Parce que si on parle de l'entretien annuel, le manager pourrait être amené à évaluer des soft skills. Donc il y a une partie très subjective. Vous l'avez abordé. Et néanmoins, à la différence des compétences acquises, des hard skills, où là, bah, ça me paraît plus simple à évaluer. Donc, c'était de vous entendre un petit peu sur ce sujet, de voir la façon de mettre du quantitatif, de l'évaluation la plus objective possible sur un sujet qui, par nature, est plus difficile à appréhender que les compétences métiers. Votre micro, Cécile.
Vous m'entendez là? Je suis à C'est côté bon, de, c'est je suis à bon. côté de Mathieu. Je disais donc dans un monde parfait, l'ensemble de l'entreprise est formé à cette notion de soft skills et est capable de la travailler pour lui, de la travailler pour son équipe et de l'évaluer. Donc la question de l'évaluation de la compétence 12 doit se poser que quand ces conditions sont justement réunies, à savoir que le manager sera suffisamment objectif vis-à-vis de son collaborateur et qu'on ne viendra pas apporter du jugement du jugement, de l'interaction, du lien interpersonnel avec son collaborateur. Donc c'est très difficile et d'où l'importance d'avoir tous ces accompagnements que propose Happy Up sur faire grandir une entreprise autour de cette notion de soft skills, donner des moments où on est confronté à la différence. Nous, on travaille sur des outils liés aux personnalités et aux soft skills qui permettent de voir si la personne est capable justement de ne pas avoir de jugement. Donc, c'est un ensemble, en fait, le moment d'évaluation, finalement, doit être préparé par tout ce que va mettre l'entreprise en mouvement pour que ce moment d'évaluation se passe bien. Et on peut tout à fait imaginer qu'effectivement, une évaluation de soft skills, quand les collaborateurs, donc le manager, le manager, ne sont pas formés à cette notion, ça va être très subjectif. Ça va être très ce que je pense avec ses propres normes. D'où l'importance dans la GPEC de dire, voilà, quand on explique qu'il faut qu'on soit créatif, ça veut dire quoi être créatif? Ça veut dire proposer des idées, ça veut dire être capable de prendre des initiatives. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc en fait, il va falloir objectiver cette notion de soft skills. Donc si ce travail n'est pas fait et si en plus les managers et les managers ne sont pas formés, sensibilisés à ce qu'est une soft skills, on tourne très vite dans le registre, je te juge et pas je t'évalue. Ouais, c'est vraiment une articulation permanente lorsqu'on est dans cette situation entre ce qu'on ressent, parce que voilà, on va pas s'empêcher de ressentir des choses, c'est pas possible ça. Donc il y a ce que vous renvoie la personne qui est face à vous, et notamment voilà, reprenons l'exemple de sa capacité d'écoute. Bon, en direct, elle va vous renvoyer des informations là-dessus que vous allez capter. Et puis en même temps, ça doit s'articuler avec un questionnement précis sur, OK, j'ai besoin d'aller chercher de l'info sur comment cette personne développe sa capacité d'écoute et quel est son niveau d'écoute dans un certain nombre de situations. Pour le coup, il faut aller l'interroger sur ces situations-là. Voilà, dans votre métier, dans l'exercice de votre job, comment vous vous y prenez pour aller être en attention avec vos collaborateurs, si on par exemple, on interviewe un manager. Voilà. Quel rituel vous déployez? À l'intérieur de ces rituels, comment vous vous y prenez? Quel espace vous donnez aux collaborateurs pour qu'ils s'expriment? Avez-vous des outils particuliers que vous utilisez? Quelle est la fréquence? Etc. etc. Demandez des exemples. Voilà. Pouvez-vous me donner un exemple d'une situation d'écoute où vous avez vraiment eu l'impression d'être disponible pour l'interlocuteur qui était face à vous? Et à l'inverse, une situation qui a été plus difficile pour vous, où là, vous pensiez avoir mis toutes les conditions en œuvre pour être disponible pour cette personne et ça ne s'est pas passé. Enfin, voilà, il faut questionner la personne concrètement sur comment elle déploie cette capacité-là. Parce que de toute façon, il y a toujours du concret derrière. C'est toujours dans un contexte qu'on déploie une capacité d'écoute. Voilà. Et donc, voilà, moi, je pense que c'est vraiment cet équilibre entre les deux aspects. Je ressens des choses quand j'ai une personne face à moi. Forcément, ça m'envoie des informations. Et je la questionne pour être attentif à ne pas, comme le disait Cécile, être dans le jugement. Parce que voilà, spontanément, c'est ce qu'on convoque, les jugements. On saute dans ces bottes-là le plus spontanément possible. Donc, il faut toujours être en vigilance et en méfiance par rapport à ça lorsqu'on est dans des situations d'évaluation. Ok, merci à tous les deux pour cet éclairage et cette présentation très, très claire pendant cette heure passée ensemble. Je suis obligé de vous quitter. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.